Et ce qui est spécial dans notre technique, c'est qu'on a adapté les techniques de Stanford, de design thinking, pour les enfants. On les a vachement simplifiées. Donc c'est ça nos étapes. C'est avant de résoudre les problèmes technologiques, on expose les enfants à des thématiques ou des problématiques environnementales ou sociales. Ensuite, on les fait toucher, avant de leur faire lire ou avant de leur parler, on leur fait toucher le plus vite possible par exemple, une turbine ou un système hydroponique ou rencontrer par exemple des réfugiés pour qu'ils comprennent la problématique. Et c'est en dernier qu'on réfléchit. Donc c'est un peu l'inverse de l'école où le prof va nous donner les solutions ou la bonne réponse. Et ensuite, les étudiants doivent régurgiter finalement. Donc on essaye de commencer par le sensible, l'émotionnel, et après aller vers le rationnel pour résoudre ces problèmes. Donc je vais vous présenter rapidement des projets qu'on a fait avec les enfants et qui se sont transformés certaines fois en start-up. Le premier, c'est le projet de radioactivité. Donc je vous ai rapporté un des capteurs ici, parce que le bateau c'est un peu gros à transporter. Donc ça, c'est pas développé par nous, mais on a fait une adaptation. Je vais vous le faire tourner. C'est un capteur de radioactivité. Donc ça va mesurer la radioactivité qui est ambiante dans votre corps ou dans l'espace ici. Et voilà, donc ça c'est à Fukushima. Il y a un très grand tremblement de terre, une tsunami qui a tué 14 000 personnes sur le coup et qui a aussi détruit la centrale de Fukushima. C'était une catastrophe environnementale. Je suis à moitié japonais et ma famille habite à peu près à 100 km de la centrale, juste de l'autre côté, sur l'autre côte, Niigata. Et donc le pétrole pardon, pas le pétrole, la radioactivité, on l'a mesuré très très bien sur la Terre et on s'est rendu compte assez rapidement après l'accident que ça commençait à se déverser sérieusement dans la mer. Et donc aujourd'hui on peut mesurer la radioactivité de Fukushima pratiquement partout dans le Pacifique. Et donc avec mes étudiants, on regarde les publications qui sont faites sur le sujet, comment on mesure la radioactivité en mer. Et on voyait que le travail qui était fait était... Je voyais qu'il y avait des gaps. L'océan c'est grand déjà, de 1. Et c'est un milieu qui est difficile parce que, je ne sais pas si vous savez, mais dans les centrales nucléaires, on fait bouillir de l'eau avec... voilà. Et donc on utilise l'eau pour... entre guillemets, réduire un cocktail d'ion pour réduire la chaleur des carottes radioactives. Et quand ces carottes sont principalement usagées, on les stocke dans des piscines. Et si vous marchez à côté d'une piscine qui est remplie de déchets radioactifs, vous pouvez être en t-shirt. Il n'y a pas de grand risque en fait. En France, il y a beaucoup de centres de stockage où dans la zone de stockage en piscine, on peut être sans protection parce qu'en fait tout ce qui est poussière radioactive sont dans l'eau. Donc c'est contenu, on va dire. Donc c'est très difficile de mesurer la radioactivité dans l'eau, parce que l'eau est un très bon isolant de la radioactivité. Donc ce que je fais passer, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'eau. Donc c'est un capteur qui a été développé par des camarades qui s'appellent Safecast, et qui ont créé un réseau comme le nôtre, en fait, quand on a fait la marée noire, pour mesurer la radioactivité au Japon. Et donc on a acheté des pièces électroniques, on a assemblé nos propres kits, et les enfants commencent à étudier la radioactivité dans leur propre environnement à Hong Kong. Donc ils se demandent, voilà, est-ce que les enfants ont un risque de cancer de thyroïde qui est élevé quand on est exposé à la radioactivité. Et donc ils commencent à mesurer toute leur thyroïde ou à mesurer les panneaux qui sont fluorescents. Et en fait on voit que Hong Kong, donc on a fait la cartographie radioactive de notre quartier, et on voit que Hong Kong en fait, c'est plus radioactif en général que la plupart du Japon. Parce que c'est un milieu, Hong Kong c'est très granitique, donc la géologie de notre territoire fait, et aussi que tout est construit quasiment dans cette zone, donc il y a beaucoup de béton, et le béton est souvent aussi fait de granit, de silice, donc c'est plus radioactif généralement Hong Kong que le Japon. Et donc les étudiants étaient très surpris de voir ça, et donc j'avais une possibilité de joindre une mission scientifique du CNRS pour aller à Fukushima. Et donc, j'ai proposé à mes étudiants, à part la mission que je faisais avec les gens du CNRS, c'était que je serais leur robot. Donc, que mes étudiants doivent décider où je dois aller faire des mesures. Donc, mes étudiants doivent faire des projections et anticiper où va être la radioactivité. Et donc, je me retrouve à Fukushima avec une petite équipe de volontaires, très petite, parce que c'est un peu compliqué d'aller là-bas. Et ça, c'est mon équipe de Base Station, c'est les étudiants qui restent à Hong Kong et qui me disent
voilà, le centre radioactivité est ici, l'armée est postée autour du lieu, donc on ne peut pas rentrer par ici. Il y a des pêcheurs qui se plaignent, donc ils font des études sur les journaux, ils essaient de trouver des informations et ils essaient de me dire où on va aller. Et finalement, on se met d'accord sur un modèle pour comment anticiper où va être la radioactivité, qui est un modèle analogue, parce que c'est des enfants, ils ne peuvent pas programmer des choses très compliquées. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé physiquement, avec un modèle en plâtre, les reliefs, la topographie de la région de Fukushima. On a pris les rapports de radioactivité en temps réel qui étaient fournis par des groupes d'activistes. On a mis en rouge donc toute la partie qui était radioactive et on a regardé les bulletins de météo pour voir la pluie. Et donc on a utilisé, donc sur une semaine, on a pris notre montre et on pulvérise de l'eau et pour modéliser en fait où va être la pluie. Et donc ce qu'on a pu observer, c'est qu'en effet, les particules de poudre radioactive, de poussière radioactive vont du sommet des montagnes. Ils descendent dans les cours d'eau, puis les rivières, puis les estuaires, finalement dans les océans. Et donc si on veut mesurer la radioactivité dans les océans, eh bien on peut faire des anticipations, des distributions de radioactivité à partir de ces modèles-là. Donc on a testé ce modèle, on a fait nos mesures en amont, sur les montagnes, dans les rivières et au large. On a trouvé un groupe de pêcheurs qui ont été d'accord pour nous emmener. Au début, ils ne voulaient pas parce qu'ils ne voulaient pas donner mauvaise image de Fukushima, parce que le gouvernement japonais a forcé la réouverture de la pêche dans la zone. Donc là, on est à 1,5 km de la station nucléaire et il y a des pêcheurs qui pêchent du poisson, qui servent à l'étal à Tokyo et partout autour du monde, qui exportent le poisson. Et vous pouvez voir qu'on manipule des échantillons radioactifs et personne n'a de protection. Parce que le gouvernement japonais ne veut pas donner une mauvaise image de cette industrie. Et donc, il est fortement déconseillé de ne pas apporter de protection. Donc, on est juste à côté du site de reconstruction et du site de stockage. Et donc, si on avait un mauvais coup de vent, on était très exposé. Ça, c'est des pêcheurs qui bossent tous les jours quasiment dans cette région. Donc, il y a un gros problème en ce moment au Japon où il y a encore un souci écologique, mais il y a un impératif économique que le gouvernement décide en fait ils se disent qu'il faut aller de l'avant et donc il y a des sacrifices à faire et que statistiquement il y a vraiment de gens qui meurent du cancer que de gens qui. Et donc pour mesurer la radioactivité, on a développé un outil, encore une fois à moins de 50 €, c'est juste un tube d'aluminium, une chaussette de nylon, des plombs de pêche et on pense qu'on a inventé un système qui est meilleur avec les enfants pour mesurer la radioactivité. Aujourd'hui, on mesure la radioactivité des sédiments de fond marin avec ce qu'on appelle un Ekman Grab. C'est une boîte carrée. Quand elle touche le fond, deux mâchoires s'activent, elles attrapent les sédiments. Mais le problème, c'est que ça creuse jusqu'à 5, 10, ça dépend de la taille du grab, mais ça peut aller jusqu'à 20 cm. Et sédiments à 20 cm, ce n'est pas des échantillons frais. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez une mesure de radioactivité de fond océanique au Japon, c'est un mélange des 50 dernières années de sédiments. Donc finalement, les mesures que le gouvernement japonais qui nous partage avec nous, on s'est dit, c'est pas du frais, quoi. Donc on s'est dit comment on peut récupérer les échantillons de surface. Et donc on a développé un nouveau type de chalut, un micro-chalut qui est tout petit. Et voilà, on a juste des roues, on peut le tirer derrière un engin de pêche. Et pour 50 €, on peut récupérer des sédiments. Voilà. Et c'est souvent plus fiable parce qu'il n'y a pas de pièces mécaniques, il n'y a rien qui bouge, quoi. On a récupéré, je crois, 50 je ne sais plus exactement combien d'échantillons, et on les a envoyés à des laboratoires un peu à droite à gauche pour que ce soit certifié, pour pas que ce soit un problème politique. Donc ça, c'est au CNRS, sous une piscine, au -2. Et donc on a fait une cartographie de la radioactivité sur le littoral proche. Donc c'est souvent les lieux de reproduction des poissons. Donc il y a beaucoup de poissons qui sont concernés par ce genre d'études. Et on a vérifié une théorie du CNRS qui était justement que la radioactivité marine est contrôlée en partie, en tout cas sur le littoral, par les précipitations. Donc quand il pleut, il y a plus de radioactivité dans les zones d'estuaire. Et donc ça, on a pu un peu quantifier et aider cette recherche. Donc c'était une petite pierre à l'édifice. Donc ça, c'est un projet qu'on a fait avec des enfants, mais qui finalement s'est retrouvé à servir à des études plus larges.